merci de vous être inscrits et de vous être connectés sur donc, cet atelier de rentrée, on va dire, puisque c'est le retour de la Factory RH qui n'avait pas pointé le bout de son nez depuis le mois de juin. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, on vous propose un sujet ô combien important et d'actualité avec nos experts d'Actinum. Qui s'ancre en plus dans notre programmation de Digitalis Future Santé. Donc, ce sujet d'actualité, vous le savez, hein, c'est sur la détection des collaborateurs en souffrance, les risques psychosociaux au sens large et des échanges, des retours d'expérience sur un petit peu chacun son vécu, quelles sont ses expériences en entreprise, quelles sont ses difficultés, ses réussites autour de ces sujets-là. C'est pas la première fois qu'on en parle, ce sera sûrement pas la dernière fois, autour de la Factory RH, suite aussi à ces périodes, ces 18 derniers mois assez tourmentés qu'on a vécu. Un petit mot rapidement sur Digitalis Future Santé, puisque cet atelier d'ailleurs est enregistré, hein, donc si toutefois ça vous dérange que votre visage soit retransmis après sur YouTube, n'hésitez pas à couper la caméra. Donc, cette Factory s'ancre dans notre programmation Digitalis Future Santé. Digitalis Future, c'est des programmations trimestrielles qu'on met en place depuis bientôt 1 an maintenant, dédiées à des filières bien particulières. Donc, pendant 3 mois, on va s'adresser aux entreprises d'une filière pour les accompagner, accélérer, les aider dans leur transformation numérique. On est en plein dans le trimestre de la santé et dans le cadre de Digitalis Future, il est possible d'organiser des ateliers de Factory. Et donc, la Factory RH essaie de répondre présent sur chacun des saisons de Digitalis Future. Et donc, actuellement, c'est la santé. Si vous avez envie, je vous mettrai le petit lien de notre plateforme Digitalis Future pour voir tous les autres rendez-vous si le sujet de la santé vous intéresse. Parenthèse fermée maintenant. Je vais assez rapidement laisser la parole à nos intervenants du jour pour se présenter et puis pour rentrer dans le vif du sujet. Je veux juste terminer sur le fait que vous allez recevoir un petit questionnaire de satisfaction 1 heure après l'atelier. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je crois qu'il y a 3 questions, dont une, quelle est la Factory? Donc, il faut juste mettre RH à laquelle vous avez participé. C'est vraiment nous pour comprendre un petit peu ce que vous aimez un peu moins et qu'on puisse continuer à vous proposer des ateliers pertinents par rapport à vos attentes. Donc, moi, je suis pas du tout… Enfin, je vais laisser la main aux intervenants qui sont les experts du jour. Si besoin, sur des soucis techniques ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me faire signe. Mais sinon, je me tais et on est ensemble jusqu'à 12h30. Voilà. Barbara. Oui, merci beaucoup Mathilde. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Barbara Evra. Je suis en direction sud-ouest du cabinet de formation qui est Actinum, cabinet de formation et d'accompagnement et de conseil pour les managers architectes de demain. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qu'on avait envie de vous proposer, alors Thierry, qui est notre expert en prévention des risques psychosociaux, va prendre la main très vite sur la présentation. Aujourd'hui, on avait envie de vous sensibiliser effectivement à la prévention des risques psychosociaux. La crise sanitaire, dont on espère ressortir enfin, a développé, a accru le télétravail, le home office, a développé effectivement ces risques. Beaucoup d'entreprises, de collectivités nous ont sollicité pour accompagner effectivement les managers sur la prévention et c'est des sujets qui sont de plus en plus compliqués pour les managers. Donc aujourd'hui, on vous propose d'échanger autour de ça et surtout de pouvoir faire de l'interaction avec vous, des échanges, pour voir comment ça se passe peut-être dans vos organisations, dans vos entreprises, quelles difficultés vous avez pu rencontrer ou que vous rencontrez et voir comment on peut peut-être vous donner des pistes de réflexion sur cette thématique. Mais Thierry, à la fois qui est avec nous, qui est notre expert en prévention des RSPS, va prendre le sujet parce qu'il est largement plus compétent que moi. Merci Barbara, merci Mathilde. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors effectivement, je suis Thierry Laforgue, j'interviens
en entreprise, en formation, consulting sur le management et notamment la prévention des risques psychosociaux. J'ai un passé d'une trentaine d'années de management dans le monde financier, bancaire. J'ai été banquier pendant une vingtaine d'années sur des fonctions différentes de management, et notamment RH à la fin. Et aujourd'hui, effectivement, on va faire une rapide sensibilisation sur les risques psychosociaux, le but étant vraiment d'échanger autour de thématiques sur la détection et comment on peut s'occuper de collaborateurs qui ne vont pas bien. Alors, je vais rapidement, étant donné que le timing est très serré, vous partager mon écran. J'ai prévu quelques petits slides pour vous accompagner. Voilà, donc est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Voilà, donc je vais lancer le diaporama. Voilà, donc qui je suis? Donc, je me suis présenté, j'interviens sur ce sujet avec pas mal une équipe de psychologues en fait, un psychologue du travail et psychologue en libéral, qui ont tous des spécialités. On a une équipe de 8 psychologues qui travaillent avec nous et qui me font part à la fois de leurs expériences en cabinet, des salariés qu'ils rencontrent en souffrance en cabinet, et puis des salariés qu'ils accompagnent en entreprise, puisque j'interviens avec eux sur des formations pour Actinome notamment, des formations sur la journée, sur plusieurs journées, en fonction des thématiques de l'entreprise. C'est toujours en lien avec les besoins. Je passe pas mal de temps en ingénierie avec les directions pour identifier d'où viennent les problèmes et pour pouvoir apporter des réponses beaucoup plus au fait et beaucoup plus concrètes par rapport aux attentes des managers et des collaborateurs, puisque c'est un sujet, effectivement, comme disait Mathilde et Barbara, qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui, de plus en plus présent, et on n'a pas trop d'outils, pas trop d'armes pour pouvoir accompagner les collaborateurs en souffrance. Dans les écoles de management, moi j'ai fait pas mal de parcours en management quand j'étais notamment banquier, et jamais on m'a parlé d'outils de psychologie, donc j'ai beaucoup appris au contact de ces psychologues, et maintenant je suis ravi de pouvoir partager ce savoir avec des collègues managers. Alors rapidement, c'est quoi? Je vais juste faire un petit topo sur de quoi on parle. C'est quoi les risques psychosociaux? Bon, il y a 6 catégories, catégories de risques, alors selon plusieurs définitions. L'intensité et le temps de travail, avec les charges de travail, les surcharges de travail ou les sous-charges. Il y a le burn-out, mais aussi le bore-out, quand on est en sous-activité. Ce qui arrive souvent dans des métiers techniques où la technologie évolue beaucoup. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens chez EDF notamment qui étaient en sous-activité parce qu'ils étaient un peu dépassés par la technique. Après, des exigences émotionnelles, donc avec du stress, dépression, du harcèlement, des personnalités difficiles, des manipulations, etc. Donc ça peut arriver aussi. Le manque d'autonomie ou le sentiment d'une autonomie qui peut être paradoxal, c'est-à-dire que souvent sur les managers intermédiaires, on leur donne l'impression d'être autonomes, mais finalement, ils ne le sont pas beaucoup. Et donc, ça, c'est un facteur de risque. Des rapports sociaux qui peuvent être dégradés avec des tensions inter-équipes, des organisations en silos qui peuvent générer des conflits, notamment quand les métiers sont différents. Je suis intervenu dans des sociétés où il y avait des services techniques, des services comptables et des services commerciaux qui n'avaient pas les mêmes objectifs, et forcément, ça a généré des conflits entre eux et donc, du coup, des facteurs de risque. Des conflits de valeurs, de perte de sens. Aujourd'hui, surtout avec la crise Covid, on a constaté la perte de sens, la quête de sens. Vous avez peut-être eu ça dans vos équipes, des gens qui ne trouvaient plus qui n'étaient plus alignés avec les objectifs et les valeurs de l'entreprise. Ça, c'est un des facteurs de risque. Et après, la précarité de la situation de travail, l'incertitude sur l'avenir. Ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on est amené souvent à intervenir. Quoi faire face à un monde incertain? Aujourd'hui, on est face à un monde incertain, le fameux monde VUCA. Donc, on est pas mal amené à intervenir sur ces sujets-là. Pourquoi s'intéresser au RPS? Il y a des enjeux humains, je ne vais pas détailler tout, des enjeux économiques, des enjeux pour la société, des opportunités de mener des réflexions sur la gestion durable des ressources humaines pour éviter effectivement des départs. Pour aussi être attractif pour des jeunes collaborateurs qui vont aller vers des entreprises dans lesquelles on se sent bien. Donc ça, c'est en termes d'attractivité de l'entreprise, c'est important. Et puis, il y a aussi une obligation réglementaire. L'entreprise est tenue de veiller à la sécurité de ses collaborateurs, sécurité physique, mais aussi sécurité mentale. Donc là, il y a des enjeux pour l'entreprise.
Rapidement, quelques stats, avec des stats à la fois sur des données générales pour tous les Français. Donc, vous voyez, hein, prévalence des états dépressifs, une satisfaction de la vie actuelle qui a baissé depuis 2017 de 7%, des troubles du sommeil qui ont augmenté et qui sont à 60% contre 49% avant. Des gens qui déclarent fumer plus, boire plus, qui ont pris du poids. Au niveau de l'entreprise, on voit des salariés qui se trouvent en détresse, hein, quasiment 50% des salariés qui se déclaraient en détresse psychologique, 58% des salariés, des managers en détresse psychologique. Donc, des stats éloquentes sur le côté entreprise. Et puis, une stat très récente qui a sorti Malakoff Humanis là, dernièrement, avec 30% des arrêts de travail entre janvier et mai 2021, qui ont une hausse de 30%, et 19% parmi ces 30% qui sont dus à des troubles psychologiques, et dont 30% qui sont des arrêts de longue durée de plus d'un mois. Donc ça, c'est des stats assez éloquente, on va pas passer plus de temps dessus, mais vous voyez un petit peu ça dans la presse et effectivement, comme disait Barbara, la crise du Covid a amplifié ces situations. On pourra en parler sur les différentes interventions que l'on a pu mener jusqu'à présent. La slide la plus importante de la présentation, c'est celle-là, c'est sur laquelle j'insiste beaucoup. C'est qu'en gros, les risques psychosociaux existent. Ça existe quoi qu'il en soit, c'est ce que je dis aux dirigeants. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, il faut vous en occuper parce que ça existe. Donc, on ne pourra pas les éradiquer, on ne pourra pas éradiquer tous les risques psychosociaux parce que c'est le monde d'aujourd'hui qui est comme ça. Hein. Il y a un monde de VUCA, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des exigences d'efficacité professionnelle. Donc, les risques existent. Informatique, bonjour. Bonjour. Donc, on ne pourra pas les supprimer. L'idée, c'est de mettre en face des facteurs de protection. Et on aime bien cette image de la balance parce que si la balance est déséquilibrée, on va avoir des risques qui vont basculer en troubles psychosociaux. C'est-à-dire que les risques existent, on peut les gérer. Mais par contre, si on ne les gère pas, les salariés, les collaborateurs, les personnes vont basculer en troubles psychosociaux. Et un trouble psychosocial, c'est quoi? C'est un arrêt de travail, c'est un burn-out, c'est une addiction à l'alcool, c'est une dépression, c'est une tentative de suicide, c'est ce genre de choses. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en face, et notre rôle de manager et notre rôle d'entreprise, c'est un peu ça, c'est de pouvoir mettre en face des facteurs de protection, en face des facteurs de risque, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, on est vraiment insistant sur cette balance-là. Voilà. Excusez-moi, Oui. ça m'interpelle un petit peu en fait. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, allez-y. Oui, d'accord, ok. Tout à fait. Enfin, ce que je comprends pas bien, c'est que vous êtes en train de nous dire que nous, en tant que manager, on doit venir, je sais pas, gérer les émotions de nos collaborateurs. Enfin, ça serait notre rôle, d'après ce que vous dites. C'est un peu ça, Alors, c'est vrai que le manager n'est pas forcément Superman, hein, les managers ne sont pas des psychologues, hein, c'est ce que je dis souvent. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est difficile, mais c'est pour ça qu'on intervient dans mon entreprise pour ça. Donc, mais vous avez l'air sceptique. Oui. En fait, pour dire la vérité, oui, effectivement, on n'est pas super-héros, on n'est pas psy, et je me vois pas du tout, en tant que manager, venir gérer ça, quoi. Enfin, venir les émotions. Si vous voulez, on peut faire une mise en situation. Si vous voulez, on peut imaginer quelque chose ensemble, un petit jeu de rôle entre nous deux. Ça vous intéresse? Là, oui. Oui. Enfin, je sais pas. Expliquez-moi ça. Imaginons, allez, si vous voulez bien, on peut faire une petite mise en situation. Imaginons que je sois votre collaborateur. Comme ça, ce sera très concret. Ouais. On va sortir des slides, ce soit très concret. D'accord. Imaginons que je suis votre collaborateur, je m'appelle Thierry, je vais pas bien, je suis un peu en souffrance, et vous êtes mon manager, et puis voyons comment vous venez me demander comment je vais et comment vous pouvez m'aider. Ça vous dit de faire cette petite mise en situation? Oui,
Oui, bon, bah oui, Allez, oui, allons-y. j'ai pris Allons-y. la parole, tant pis pour moi. Allons-y. D'accord, ok. Super. Donc, Merci. On peut applaudir Emmanuel qui se Merci. porte Bravo. volontaire. Ouais, Voilà. ok. Allez. Donc, voilà, je vous appelle en visio, quoi. Enfin, Ouais, voilà, on fait une ok, vidéo, on est d'accord, ensemble dans ok. la même équipe et allez-y. Ok, donc il va pas bien. Bon. Oui, bonjour Thierry. C'est Emmanuel, hein. Oui, Ça bonjour va? Emmanuel. Ouais, ça va, oui, ouf, pas trop, mais ça va. Ah, d'accord. Ben ouais, justement, j'appelais parce que je sais pas, j'avais remarqué que c'était pas trop la forme là. Je te trouve un petit peu un peu triste, un peu renfermé là depuis quelque temps. Je Ben oui, ça va pas ben, trop. Tu l'as vu, tu l'as détecté, ça va pas trop. Effectivement, depuis que je suis revenu là, après le confinement, depuis que je suis revenu, de voir tout ce monde, de voir les transports, les masques, enfin tout ça, ça m'étouffe un peu. Et puis tout le boulot qui me tombe sur le bureau là, j'ai vraiment du mal. Donc oui, oui, tu as bien remarqué, je vais pas super bien là en ce moment. Ouais. Tout à fait. bah ouais. Bon. Je sais pas, oui, bon Thierry, je sais pas trop quoi te dire euh, pour t'aider là, mais bon, enfin moi si je peux te donner un conseil, c'est peut-être mets-toi au boulot, tu vois, à fond peut-être, ça va t'aider. Enfin, on en est tous un peu là et du Ouais. coup, enfin voilà, on a tous nos problèmes, tout ça. Enfin, tu vois, c'est compliqué pour tous. Et du coup, on se met tous à fond dans le boulot, quoi. Enfin, tu vois, et je pense que c'est le mieux côté à faire. Et du coup, forcément, ça va aller pour toi après. Ah, Tu vois, bon, si tu. il y a que ça il y a que ça que tu peux me dire, quoi. C'est ça. Ouais, je suis désolée. Non, mais bon, tu comprends. Enfin, je sais pas, tu as l'air d'avoir des problèmes plus perso que pro, là. Et bon, pour moi, la meilleure solution, c'est quand même de laisser les problèmes perso plutôt à la maison, tu vois. Quand tu passes les portes de l'entreprise, voilà, tu les laisses et puis tu te concentres sur ton boulot, tu te concentres sur ce que tu as à faire. Parce que sinon, bon, ça risque de te Bon. pénaliser, tu vois, et de pénaliser l'équipe, tout ça. Donc, Mm. enfin, moi, si je venais avec tous mes problèmes à la maison, t'imagines bien, enfin, de la maison à l'entreprise, t'imagines bien que je reviendrais avec quelques valises. Donc, ouais, on peut pas, il n'y a pas la place, quoi. Mais voilà, enfin, moi, je t'appelais pour te rassurer, en fait, hein, pour te dire que voilà, ne pense pas à tout ça et puis fonce, mets-toi dans les dossiers, puisqu'on en a plein, hein, donc on a plein de choses à Mm. faire. Mm. Et puis je pense que du coup, ça va aller beaucoup mieux pour toi de toute façon, hein, de toute évidence. Hein, euh, voilà, Bon, ok. Ben, peut-être. écoute, je sais pas si tu le dis, on va essayer d'aller bien Ouais, ensemble. ouais, Alors, ouais, je le dis super. parce que c'est vrai que ça peut te causer des difficultés après, tu vois, au sein de l'équipe. Moi, même en tant que manager, bon, là, tu vois, je peux t'écouter, mais je ne peux pas trop consacrer de temps à ton cas personnel, quoi, tu vois. Mm. Donc, il faut faire attention après de ce que ça va engendrer par la suite, quoi, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment que tu mettes tout ça de côté. On ne peut pas se permettre, hein, moi, je ne peux pas me permettre d'amener mes problèmes, et pourtant j'en ai des problèmes perso, Mm. des angoisses et Bon, tout. ok. Bon, Voilà. merci. Mais Ben, écoute, j'espère merci d'avoir que du coup, appelé. ça va t'aider. Hein, Ouais, pas trop, mais c'est que ça va aller. Ah, bon, Bon, et, écoute, ok. dommage, Ben, écoute, dommage. ça marche. Merci Mais Emmanuel. ça va aller, hein, Ça voilà. va aller, Ok, ok, ça va ouais, je aller. pense que ça va aller, ça va le Ok, faire. si tu le Tu vas dis, remonter la pente. si Hein, tu le dis, on va dire faut que ça pas va aller. rester comme Ok, ça. Faut se allez, ça ressaisir. marche. Allez, Allez, mais je vais ressaisis-toi. essayer. Je vais Ok, essayer. Thierry, allez, Ouais, force ça ça, marche. hein, tu vas Pour y ça, arriver. comme tu Voilà. dis, ouais, pour ça. Merci. Allez, salut. Merci. Mm. Bon, ben, on peut applaudir Emmanuel. Hein. Ouais. Il Ben, est top votre numéro. Comment? Il est top votre numéro.
Je ne sais pas si j'aimerais avoir Emmanuel comme manager, mais bon, écoutez, bon, vous avez bien compris, Emmanuel était ma complice et c'est une comédienne avec qui nous animons ce genre de formation, effectivement. Voilà, donc en fait, on intervient en entreprise avec le théâtre, hein, effectivement, pour illustrer des situations voilà, en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Et on a pour coutume d'illustrer par une petite scénette, comme vous venez de voir, les bad postures, les mauvaises postures, pour que justement ensuite les participants puissent développer sur ce qu'ils ont vu et comment il aurait fallu plutôt traiter la problématique. Voilà. Donc c'est notre particularité de pouvoir intervenir avec des petites scénettes comme ça, des petits jeux de rôle. Alors, on peut applaudir encore Emmanuel qui a… Je ne suis pas comme ça pour de vrai, en fait. Elle n'est pas comme ça, elle est très gentille. Très dans l'émotion. Non, je suis très prévoyante et dans l'émotion. Voilà. Donc, un petit focus sur le traitement de l'émotion. Vous avez vu dans cette situation-là, effectivement, que un collaborateur qui ne va pas bien, bon, déjà, il faut le détecter. On va faire un petit zoom là-dessus sur une petite diapo que j'ai appris sur comment on détecte un collaborateur qui ne va pas bien. Mais une fois qu'on l'a détecté, comment on peut s'en occuper, quelle posture on peut prendre, nous, en tant que manager, qui ne sommes pas psy, encore une fois, qui ne sommes pas Superman, et c'est souvent ce que l'on nous dit, mais qu'est-ce qui est utile de faire et qu'est-ce qui n'a pas bien fait, justement, le personnage qu'a joué Emmanuel. Allez-y, à vous la parole. Déjà poser des questions sur le ressenti et avoir une attitude d'écoute active pour être sûr de comprendre la personne. Oui. Et surtout pas être dans le jugement, parce que là, typiquement, on était dans le jugement, dans quelque chose de très culpabilisant. C'était horrible. Vraiment, Emmanuel, je suis rassurée que vous soyez comédienne. Hein. Ouais. Tant mieux. Je commençais à avoir des angoisses pour vos équipes, là. Très bien, écoute active, effectivement. Une autre réaction? Là, on avait de la dénégation quand même, hein, de l'émotion qui arrivait en face. Il y a une barrière directement avec cette dénégation. Et puis, on est parti sur le conseil. Emmanuel y a été allègrement de ce qu'elle ferait à la place de la personne. Donc, ça manque un petit peu d'empathie. Oui. Là, la barrière, elle était massive. Il y avait un peu de place. Voilà, c'était imparable. C'est le geste barrière, c'est ça? Voilà, ouais, nickel. Très bien, merci. Merci. Un peu d'empathie dans l'accueil de la parole, parce que c'est vrai que le manager, même s'il n'a pas forcément tous les leviers, il peut quand même m'écouter. Exactement. On va y revenir plus tard. La parole, hein, et compatir. Merci beaucoup. Bonjour. Pour l'avoir fait, nous, en entreprise, par rapport à un salarié qui n'allait pas bien, la première des questions qu'on lui a posées, c'est comment on peut t'aider ou qu'est-ce que tu attends de la part de l'entreprise pour t'aider, tout en lui disant bien qu'effectivement, on n'était pas psy ou pas spécialiste dans le domaine, mais que peut-être ensemble, on pouvait réfléchir à des pistes pour que déjà, ils se sentent mieux dans l'entreprise et au dehors, s'il avait besoin qu'on soit force de proposition, qu'on pouvait l'accompagner aussi en ce sens, le mettre en relation avec aussi le service de santé au travail. Donc voilà, c'est des choses qu'on avait mis en place avec lui. Voilà. Super, merci beaucoup Mathilde de ce témoignage. Très très belle suggestion, effectivement. On va y revenir aussi, super, merci. D'autres réactions? Moi, je pense qu'on abordera ce sujet plus tard, mais le problème, c'est quand on peut voir que quelqu'un ne va pas bien par rapport à un changement d'attitude, un changement d'humeur, pas sur un jour, mais sur de la récurrence, et que cette personne-là dénie elle-même qu'elle ne va pas bien. Oui. Elle nie que le confinement l'a pesé, que l'économie actuelle et la tension qu'on peut avoir pour attraper du retard ou s'adapter au nouveau marché pèse sur lui.
L'aider, c'est une chose, mais savoir si lui attend de l'aide, c'est autre chose. J'ai appris par mon passé que ça servait à rien d'aider quelqu'un qui n'avait pas besoin d'aide, enfin, qui ne souhaitait pas avoir l'aide. Et le problème, c'est de connaître le timing où la personne est apte à accepter de l'aide. Moi, c'est ça ma grande difficulté. Est-ce que voir que quelqu'un ne va pas bien, si on arrive un peu trop tôt, on va se prendre un revers de la main et on ne va pas pouvoir l'aider. Si on arrive trop tard, eh bien, ça sera beaucoup plus dur de l'aider. Il faut arriver au bon timing. Et c'est ce bon timing-là qui est difficile à capter, parce que ça dépend des personnes, ça dépend de la situation. Et après, on n'est pas psychologue. Enfin, moi, en tout cas, je suis loin de l'être et je suis pas forcément habile avec les mots. Et donc, du coup, c'est très dur aussi de trouver les bons mots au bon moment. Donc, c'est pas pour donner des conseils là, mais c'est ce problème-là que je cherche. C'est une vraie question, c'est une très bonne question. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer à Mathieu par rapport à ça? Ça rejoint ce que vous avez dit jusqu'à présent, hein, mais est-ce que quelqu'un a proposé à Mathieu? Je pense que déjà, juste faire la démarche de dire, écoute, je peux constater que tu n'as pas l'air très bien. Si la personne dit si, ça va, juste lui rappeler qu'en cas de besoin, il peut venir vers nous. Après, effectivement, quand quelqu'un n'est pas sur l'ouverture d'aide, si ce n'est pas le bon moment pour lui, effectivement, on ne pourra rien faire. Mais juste de lui dire qu'effectivement, au moment où il en sentira le besoin, il y aura quelqu'un pour l'écouter et on verra ce qu'on peut mettre en place. Je pense que déjà, ça suffit. Puis je ne pense pas je pense pas non plus que ce soit notre rôle d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas être derrière son dos tous les jours et dire « T'es sûr, tu veux pas d'aide? T'es sûr, ça va ?» Je pense qu'il n'y a pas... Ça devient stigmatisant à force. Exactement. Oui, puis il n'y a pas de solution magique non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas d'aide, de toute façon, la refusera quoi qu'il arrive. Donc, Alors, tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Vous avez dit, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des superman. Moi, souvent, on a fait, pendant la période Covid, on a animé des groupes de parole avec notamment EDF. On a animé plus de 252 groupes avec eux sur des formats courts comme ça d'1 heure dans lesquels on avait un psy et puis des scénettes de théâtre et puis des échanges comme ça en mode groupe de parole. Et c'était super intéressant. On a fait des groupes spéciaux managers et je me rappelle d'un échange entre deux managers et il y a un manager qui disait « Mais moi, je suis embêté, j'ai un collaborateur qui m'a fait part d'un problème chez lui, c'est qu'il ne pouvait pas aller voir ses parents en EHPAD. C'était à l'époque au premier confinement. Et du coup, je ne sais pas quoi faire de cette émotion. Je ne sais pas quoi faire de cette émotion. Voilà. Et là, il y a eu 2 réactions très utiles pour lui. C'est qu'un manager lui a dit de toute façon, tu n'es pas Superman et tu n'es pas obligé d'avoir réponse à tout. Ce n'est pas parce que tu es manager que tu dois avoir réponse à tout. Ça, c'est le premier élément très important. Et deuxième élément qu'a dit le psy, c'est le seul fait de l'avoir écouté à votre collègue, ça lui a fait du bien. Et ça, c'est un des premiers facteurs de protection de risques psychosociaux, c'est le sentiment d'appartenance, le sentiment de reconnaissance, le sentiment d'existence. Et donc, le fait, comme proposait Mathilde, de dire aux collaborateurs, mais on a remarqué que ça n'allait pas trop en ce moment. Déjà, de l'avoir remarqué, ça lui fait du bien parce qu'il se sent exister. Et le deuxième élément qu'a dit Mathilde et qui est très juste, c'est de dire, si tu as besoin d'aide, on peut t'aider. Comment on peut t'aider? Donc, des questions ouvertes, une écoute active, des questions ouvertes. Comment on peut t'aider? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai constaté que tu avais un problème et je te propose de t'aider en quelque sorte. Voilà. Et donc, dans le cas de Mathieu, si la personne n'est pas prête à reconnaître qu'elle a besoin d'aide, ce n'est pas grave. Dans ces cas-là, tu dis, écoute, moi, il n'y a pas de souci, je respecte. Si jamais tu as besoin de moi, je suis là. N'hésite pas, je suis là. Si tu veux discuter, je suis là à un moment donné ou quoi. Et puis, alors certes, pas tous les jours, comme disait Fabienne, de stigmatiser la personne en disant « ça va, t'es sûr, ça va bien aujourd'hui, ça va bien, ça va bien ». Non, c'est de dire de temps en temps, de passer « alors comment ça va aujourd'hui ?» mais un vrai « comment ça va ?» Ce n'est pas un « ça va » du matin, vous savez, auquel on n'entend pas la réponse, on n'écoute pas la réponse et on n'a surtout pas envie que la personne nous dise non. Comment ça va aujourd'hui? Non. Ah mince, il faut que je m'arrête, il faut que je discute avec lui. Donc c'est un vrai comment ça va, mais un vrai ça va avec de l'empathie. On va y revenir après là-dessus. J'entends tout ce que vous dites. Alors moi, j'ai des cas. Moi, je suis manager d'une entreprise, j'ai créé ma boîte et j'ai eu j'ai eu accès aux grandes proximités avec
monkeys. Donc, les gens qui sont dans ma boîte, je ne les appelle pas ni salariés ni collaborateurs. J'aime pas ça. On a créé un univers. C'est monkey. C'est pas péjoratif. C'est parce que la boîte s'appelle Monkey Patch. Et il y en a quasiment tous qui ont eu des problèmes qui, moi, ne m'impactaient pas sur mon travail, mais qui pouvaient impacter leurs résultats. Quand je m'en suis rendu compte, en systématique, ils ont rejeté l'aide parce que je pense que dans l'esprit de l'entreprise, quand on va pas bien, on va plutôt se confier à un collègue qu'à son manager. Néanmoins, à chaque fois, j'ai dit que je pouvais l'écouter, que je pouvais l'aider, que j'avais pas la science infuse, que je pouvais donner des conseils, que c'était pas forcément les meilleurs, mais que ces conseils pouvaient lui donner des idées et lui les adapter à sa situation. Et je sais que c'est assez pesant de voir que quelqu'un va pas bien et de pas pouvoir l'aider de suite. Et à chaque fois, ça a duré 15 jours, 3 semaines où en fait, ils ont accepté mon aide alors que mon aide était hyper facile. Je prends le cas d'un des monkeys qui a eu sa petite qui avait des problèmes de santé. Il devait, à tout moment, elle pouvait faire une crise et il devait aller à l'hôpital, aux urgences, pour amener sa petite. Et donc, du coup, il déstabilisait ses horaires de travail. Ce n'était absolument pas gênant, mais il voulait le garder pour lui, alors qu'il suffisait de dire à l'équipe, sans préciser quel était le problème de santé de sa fille, sans préciser pourquoi, de dire qu'il pouvait adapter ses horaires de travail. Et moi, j'ai expliqué au client, et ça s'est très bien passé. Après, il n'avait plus cette pression de l'horaire du travail qui est ridicule. Mais il a mis à peu près 2 semaines ou 3 semaines à accepter que je le dise à l'équipe de cette façon-là. Alors que c'est pas du tout compliqué. On ne dévoile rien. Et au contraire, on crée de l'empathie. Et même si c'est pour lui, c'était difficile de l'expliquer parce qu'il était très touché par ce qu'avait sa petite, passer par un tiers est assez facile. Ouais. Et moi, c'est cette situation-là où on peut trouver des idées parce que, même en parlant avec d'autres managers ou d'autres personnes, mais c'est cette partie-là, trouver le bon moment pour l'aide, qui est compliqué. Alors, il y a quelque chose sur lequel vous avez parlé, c'est moi, en tant que manager, comment je peux l'aider. Moi, il y a quelque chose que je dis à toutes les équipes que j'accompagne là-dessus, et on accompagne notamment le groupe EDF sur les formations sur la journée, dans lesquelles on a, à l'échelle de l'équipe, en fait, on fait des formations à l'échelle de l'équipe dans lesquelles il y a le manager et les collaborateurs. Et moi, ce que je leur dis, c'est que la prévention des risques psychosociaux, ce n'est pas que le rôle du directeur, des dirigeants ou des managers. La prévention des risques psychosociaux, c'est le rôle de tout le monde, des collaborateurs aussi entre eux. Et nous, on intervient à l'échelle de l'équipe justement pour mettre tout le monde au même niveau et que tout le monde soit conscient que tout le monde peut être utile en fait. Et quand vous demandez à votre collègue du bureau à côté, est-ce que tu veux qu'on aille boire un café ensemble? J'ai vu que ça n'allait pas bien en ce moment et est-ce que tu veux qu'on discute? Même si vous n'êtes pas manager, vous allez faire du bien à votre collègue. Parce qu'il va se sentir exister et ça c'est pas simplement qu'un matricule qui a un job à faire et il est humain avant tout. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que dans nos interventions, on donne des outils pour être vraiment utile à tout le monde, avec des outils très simples pour justement que tout le monde puisse avoir ces outils-là à disposition sans être forcément psy, sans être capable d'une immense empathie. L'idée, c'est que tout le monde puisse se rendre utile à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas dans vos équipes à tenir ce discours-là. N'hésitez pas à montrer que tout le monde peut avoir une utilité dans la prévention des risques psychosociaux. Et alors, il y a des postures qui sont malheureusement des réflexes hein, dans le traitement d'une émotion. C'est ce qu'a fait Emmanuelle dans son personnage, c'est quand elle dit le fameux « ça va aller ». Hein, vous vous rappelez, elle a dit « ça va aller », il faut se ressaisir, ça va aller. La façon de traiter, alors on a parlé d'empathie, la façon de traiter cette émotion, la détresse par un « ça va aller », alors c'est quelque chose que l'on dit, moi je le dis aussi, hein, donc c'est un réflexe vraiment, quand on ne sait pas quoi dire, on dit « ça va aller ». C'est plutôt un réflexe de protection, parce qu'on est embarrassé par l'émotion d'un collègue ou d'un collaborateur, parce qu'on ne sait pas trop, et donc on dit « ça va aller », voilà. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'apathie. L'apathie, c'est en gros pathos, c'est la souffrance, et A, c'est je ne fais pas cas de l'émotion de mon collaborateur. Et donc, en fait, en gros, je passe sur le problème et je passe sur autre chose. Et je vais parler de moi aussi.
Là, on n'a pas eu le temps de le faire dans la scénette, mais quand on joue cette scénette d'apathie, on parle de moi. C'est-à-dire que moi, je dis, j'ai un problème. Ah ben, m'en parle pas, moi aussi, j'ai un problème, etc. Et on va parler de soi en priorité à la place d'écouter la personne de façon active. Donc ça, c'est la façon de traiter l'apathie. Je vais vous remettre mes slides. Tac. Un autre... alors, attendez, hop. Voilà. Donc, apathie, je vais négliger l'émotion de l'autre. Je vais être indifférent. Quelque chose qu'aurait pu jouer aussi Emmanuel, c'est l'antipathie. C'est-à-dire qu'en gros, lui dire au pauvre Thierry, bon, écoute, tu es gentil, mais franchement, hein, tes émotions, tu les gardes chez toi. Et nous, on a du boulot. Pendant que tu n'étais pas là, ton boulot, il s'est accumulé. Donc, voilà, une espèce de posture plutôt agressive. C'est donc d'être contre l'émotion de l'autre. Après, il y a une autre façon de traiter l'émotion, c'est la sympathie. Je vais souffrir avec. Sym pour souffrir avec. Pathos, souffrir, sym avec. Donc là, je vais adhérer à l'émotion de l'autre. Par exemple, je ne sais pas, Emmanuel, comment tu aurais pu faire alors pour jouer la sympathie, si tu avais joué la sympathie avec moi? Que je le fasse ou que je l'explique? Oui, mais juste rapidement pour l'expliquer. Non, ce que j'aurais pu faire, effectivement, pour la sympathie, c'était de souffrir vraiment avec lui, de me mettre à sa place, de dire « Oh mon pauvre Thierry, mais comment on va faire? On va jamais s'en sortir. Et ça me fait de la peine de te voir comme ça. Je ne peux pas supporter de te voir comme ça. » Et peut-être même si on va jusqu'au bout de la compassion, en fait, c'est vraiment de la pure compassion, c'est que ça peut amener vraiment un état, enfin, on prend la dépression de l'autre, enfin, l'état dépressif de l'autre pour soi. Et donc, du coup, ça peut finir en pleurant. Si j'avais dû le jouer, j'aurais sûrement fini en pleurant et en m'attribuant vraiment ses problèmes. Finalement, c'est moi qui vais plus mal que lui. Voilà, j'aurais pu le jouer comme ça. Merci Emmanuel. Et donc, tout ça pour arriver à l'empathie, effectivement, c'est de reconnaître l'émotion de l'autre. Donc, c'est montrer à l'autre qu'on a vu qu'il y avait un problème et c'est surtout sans rentrer dans le problème de l'autre. Hein. Le but de l'empathie, c'est pas de se mettre… On dit souvent que l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Non, on ne se met pas à la place de l'autre. On reconnaît à l'autre on a constaté qu'il y avait un souci et on lui propose par des questions ouvertes comment on peut l'aider. Voilà, on lui propose de l'aide. Voilà ce qui est… Alors, si je vais sur une slide qui… je ne sais pas si vous la voyez, celle-là. C'est bon? Voilà un peu les attitudes, les conséquences des différentes attitudes sur l'autre, en fait. Quand on fait preuve d'apathie, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de compréhension et du coup, il n'y a pas d'aide. Dans l'antipathie, on écoute, hein, puisqu'on a on a entendu ce qu'il nous disait. Par contre, on ne l'a pas compris et on l'a encore moins aidé. Dans la sympathie, on l'a entendu, on l'a compris, mais on l'a trop compris, comme disait Emmanuel, et par contre, on ne l'a pas aidé. Et dans l'empathie, donc, on l'a entendu, on l'a compris et on l'a aidé. Voilà les effets, les étapes de l'empathie. Il y a une écoute active, on va aller jusqu'au bout de l'écoute, on va poser des questions ouvertes, on va reformuler le problème que l'on a compris, reformuler l'émotion ressentie, on va reformuler la situation problème, et ensuite on va, par du questionnement socratique, hein, donc on va faire accoucher chez l'autre peut-être une solution, donc comment je peux t'aider, etc. Ça va lui permettre de se poser lui-même des questions et peut-être de trouver des solutions en lui-même. Donc ça, c'est typiquement des démarches de psychologie. Voilà. Et donc l'effet produit, la personne aura le sentiment d'être écoutée et compris, ça va apaiser ses émotions, il aura le sentiment d'être épaulé et ça va remonter une estime de soi. Et je crois qu'Emmanuel, là, tu voulais compléter par rapport aux salariés, ce que ça avait comme effet. Oui, effectivement, parce que je rebondis aussi sur, je crois que c'est Mathieu qui a parlé tout à l'heure, si j'ai bien noté le nom, par rapport en fait à l'angoisse un peu du salarié aussi, de venir s'exprimer, de venir avouer un petit peu, c'est un aveu de faiblesse
que de venir dire qu'il a des soucis, soit perso et soit pro, hein, qu'il a peut-être une surcharge de travail, peut-être des soucis à la maison. Souvent aussi, c'est pour ça que dans l'empathie, l'écoute est vraiment primordiale. Il y a l'écoute, mais à les reformuler aussi pour montrer qu'on a vraiment compris le problème, qu'on est là pour rassurer et surtout rassurer sur les conséquences de cette confiance en fait que va mettre de la confidence plutôt du salarié sur ses difficultés, parce que à mon sens souvent on a peur de venir en parler à ses responsables, parce que sinon on a peur de passer pour quelqu'un de faible, de ne plus avoir certaines responsabilités, je ne sais pas, sur certains dossiers. On a vraiment peur qu'il y ait des conséquences qui soient définitives et assez irrémédiables ensuite. Donc, c'est, je crois, la posture avant tout. C'est important de venir expliquer que ça ne va pas avoir des conséquences dramatiques, puisqu'on peut avoir tendance un petit peu dans ce cas-là à extrapoler et à s'imaginer des choses. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles, dans un premier temps, certains salariés ne se sentent pas capables de venir se confier et de venir dire qu'ils ont réellement une difficulté parce que bon, pour eux, c'est un aveu de faiblesse. Donc, c'est vraiment à prendre. Ça peut être mal vu, malheureusement. Et je pense que c'est essentiel de rassurer à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec toi. En revanche, on parle souvent de la relation salarié et manager. Mais cette peur d'expliquer nos problèmes, on l'a aussi entre collègues et on l'a aussi entre amis et on l'a aussi au sein de notre même foyer. Et donc, je me suis mal exprimé tout à l'heure, j'aurais dû l'étendre. En fait, les personnes, l'individu aujourd'hui, dans le système actuel, a peur de dire qu'il rencontre des problèmes. C'est ça. Et refuse, je ne sais pas pourquoi, de dire qu'il a des problèmes. Et et donc, c'est cette accumulation-là qui fait qu'il peut y avoir une bouffée d'oxygène par les sociétés si elles prennent en considération ces risques. Parce qu'entre amis, je ne sais pas vous, quel est votre réseau amical. Moi, j'ai tous mes amis qui n'ont jamais de problème. Et quand j'évoque les miens, ils ont rencontré les mêmes. Oui. Et on a les mêmes alors. Ils ne sont pas capables de dire qu'ils ne vont pas bien à un moment donné, alors qu'on le sent et qu'on le voit. Oui. Moi, j'ai fait un burn-out professionnel en 2013 et j'ai rencontré plein d'amis qui sont au bout d'arriver ou qui sont dessus et ils ne se plaignent pas. Et il leur faut 3-4 mois. Comme moi, il m'a fallu 6 mois pour accepter que j'étais en burn-out. C'est cette difficulté-là, moi, que je trouve dommage. Peut-être que j'absorbe trop leurs problèmes. Mais c'est pas que dans le monde professionnel. Je voulais repréciser ça parce que je voulais pas qu'il y ait une notion de verticale qui ne me plaît pas du tout d'ailleurs. Non, du tout. Je suis d'accord avec vous. Effectivement, c'est vraiment, c'est plutôt lié à l'être humain qui est comme ça. Il y a une sorte de honte d'avouer, que ce soit dans la sphère professionnelle avec les conséquences qu'on peut connaître ou s'imaginer malheureusement, ou dans la sphère plus privée, avec amicale, familiale, où on n'aime pas montrer qu'on n'est pas capable d'avancer ou qu'on a le moindre souci. Et je vous rejoins entièrement sur le fait que lorsqu'on parle de ces difficultés, on s'aperçoit qu'un tel, sous couvert au départ de tout va bien dans leur vie et en apparence tout est parfait, n'ont pas de difficultés. Et finalement, quand on commence à se confier, on se rend compte que tout le monde vit des moments difficiles qui méritent de s'y pencher et qui méritent considération. Donc, effectivement, je ne fais pas du tout la différence entre la sphère professionnelle ou personnelle et pas ce sentiment de simplement manager à collaborateur. C'est vraiment tant à l'horizontale qu'à la verticale, à mon sens. Alors, pour aller plus loin, Mathieu, c'est vrai que c'est tabou de parler de ses propres émotions. On n'a pas été élevé comme ça, on n'a pas été acculturé comme ça. On doit être fort, le fameux driver soit fort.
soit parfait aussi. Hein, on a ce driver-là aussi, soit parfait. Donc, il faut montrer toujours qu'on y arrive, etc. jusqu'à l'épuisement professionnel. Et au bout d'un moment, c'est le corps qui dit maintenant, tu t'arrêtes hein, parce que tu as ci, tu as ça. Juste un petit rappel, les psys disent qu'il n'y a pas d'émotion négative ou positive. Une émotion est toujours positive, en fait. Émotion, ça vient de émovere, c'est-à-dire se mettre en mouvement. Et c'est-à-dire que c'est une réaction complètement saine pour le corps. Que ce soit une émotion joyeuse, le rire, le bonheur, etc., ou la tristesse, une émotion plus triste ou une émotion plus négative, c'est considéré comme une émotion parce qu'on se met en mouvement. Le corps se met en réaction par rapport à un événement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'accepter. C'est pour ça que les psys disent qu'il faut toujours accepter ses émotions, que ce soit des pleurs, que ce soit du rire, que ce soit de ça, parce que c'est une réaction saine et c'est le corps qui se met en mouvement par rapport à un événement qui vient. Voilà. Et après, attention, il y a un autre sujet qui sont les biais cognitifs, hein, sur lesquels on intervient aussi, dans lesquels nos propres biais cognitifs peuvent nous faire avoir des émotions et nous faire avoir des réactions et des décisions émotionnelles plutôt que des décisions rationnelles. Et ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas le sujet du jour. Mais oui, tout à fait, Mathieu, c'est tout à fait bon de parler de ces émotions. Et ça permet déjà de vider un peu la cocotte minute. Hein, et le fait de garder tout pour soi en montrant qu'on y arrive, au fur et à mesure, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Et c'est vrai que moi non plus, je ne connais pas beaucoup d'amis qui m'ont dit un jour que ça va, ça va pas. Je suis dans pas mal de clubs d'entreprise, c'est pareil, quoi. Je ne sais pas si vous êtes dans des clubs d'entreprise, mais au plus haut de la crise, là, tout le monde disait ben non, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. En fait, là maintenant que les gens commencent à dire ça va pas bon, ça va pas bien, ça allait mieux avant, etc. Je commence à avoir des managers qui me disent ça aujourd'hui. On est dans une... Enfin, pardon, excusez-moi, j'interviens parce que j'ai suivi un webinaire hier sur les nouvelles organisations au bureau, télétravail, etc., où on nous dit qu'en fait, on est en train de créer non plus des équipes, mais des individus au sein d'une équipe. Et moi, je maintiens que, à mon sens, ce n'est pas une belle évolution, mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Et là, le fait d'échanger avec vous sur les RPS, je me rends compte qu'effectivement, placer l'individu au cœur de l'entreprise, ça, je n'ai pas de difficulté avec ça. Créer des individualités multiples et du coup de l'individualisme dans une équipe, on a déjà perdu cette notion de cohésion d'équipe et d'appartenance avec la pandémie, puisqu'on a été en 100% télétravail, chacun chez soi, et où justement on a manqué de perception sur les collègues qui n'étaient pas bien, parce qu'en se voyant 5 minutes en visio par-ci, par-là, c'est pas là où on se rend compte que ça ne va pas. Mais on s'en est rendu compte quand progressivement on est tous revenus au bureau. C'était déjà un peu tard pour certains et pour rattraper, c'était difficile. Et c'est vrai que c'est cette ambivalence-là aujourd'hui qui est toujours difficile à maintenir, parce qu'effectivement, on a bien vu que les habitudes avaient changé et que le télétravail, maintenant, ça faisait partie du quotidien et que la plupart des salariés voulaient le conserver. Et en même temps, on a quand même une résurgence de ces RPS quand même assez importante. Et c'est ça aujourd'hui, moi en tout cas, enfin moi je suis office manager dans l'entreprise, donc j'ai pas un rôle de manager d'équipe, mais ce que je constate aujourd'hui dans le management d'équipe, c'est vraiment ce problème-là. Il faut avoir ce sentiment d'appartenance et de cohésion, et en même temps des individualités qui naissent. Et là, je vous avoue que j'ai beaucoup plus de mal à trouver des solutions pour allier les deux, quoi. Ben en fait, on intervient beaucoup là-dessus aussi sur la remobilisation des équipes, hein, comment on arrive à remobiliser les équipes, à refaire équipe, même si on a des gens qui sont au bureau, d'autres personnes qui sont en télétravail. Il y a un management hybride à mettre en place qui est nouveau pour les managers. Il y a beaucoup de managers qui doivent aussi switcher du management au contrôle du management à la confiance. Donc ça, c'est nouveau aussi. Hein. Moi, ce que j'appelle le management à l'épaulette, c'était avant. Et maintenant, il faut management au résultat et faire confiance. Et tu y arrives quand tu arrives et je te fais confiance, etc. C'est pas facile pour les managers. On a fait un sujet sur confiance versus contrôle là-dessus. Et la remobilisation des équipes aussi, on parle de ça.
avec des moments en groupe dans lesquels il y a beaucoup de créativité. Hein. Les innovations viennent à 70% des moments en groupe. Hein. Donc ça, il faut en être conscient. Et ce que l'on aime à dire, nous, c'est que seul on produit et ensemble on construit. Ça, c'est une formulation que l'on sort souvent parce que c'est effectivement le cas. Et donc, il faut qu'on arrive à faire switcher les équipes par des sessions en commun et même en visio, on peut être ensemble. Nous, on a fait pas mal de team building en visio, forcément, pendant la période. On a fait beaucoup de team building en visio. Et le fait de recréer des moments, alors il y a eu des cafés virtuels qui ont été organisés, mais le fait de réorganiser des moments ensemble, même en visio, ça permet de maintenir l'esprit d'équipe et c'est super important face aux défis de demain, face au monde de VUCA, comme je le disais tout à l'heure, etc. C'est super important d'avoir des moments ensemble où l'individu fait partie d'une équipe aussi. Hein. Il y a pas mal de personnes qui ont envie de faire partie d'une équipe. Hein. Ils n'ont pas envie de retravailler comme avant, ça c'est sûr. Je crois qu'à 70% des gens ont dit on ne travaillera plus comme avant. Par contre, ils ont envie de retrouver les équipes. Hein. Après, je pense que c'est pas antinomique de travailler à distance et d'avoir la sensation de faire partie d'une équipe. Et au contraire, j'ai connu des entreprises où on était en présentiel bien avant la pandémie, où soi-disant on travaillait en équipe et il n'y avait absolument aucun esprit d'équipe. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit forcément en lien. Donc, nous, typiquement, on travaille tous à distance ou chez les clients. Et en revanche, j'ai l'impression qu'il y a un bon esprit d'équipe, même à distance. On se balance des vannes toute la journée. Quand une de mes collègues n'est pas bien, on le sait, et ben, les autres sont présents. Quelquefois juste par des petits mots, juste un coucou. Voilà, et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, après elle accepte l'aide, elle accepte pas, mais par exemple de savoir que cette personne n'allait pas bien et qu'elle refusait notre aide, ça nous permet actuellement, avec une équipe qui s'est constituée sur ce thème, de travailler sur les RPS, c'est-à-dire de faire un questionnaire qui va servir à tous les salariés. J'ai demandé à des jeunes collègues de chercher des référents, des contacts référents en cas de difficulté, au moins que ce soit à disposition des salariés et communiquer là-dessus. C'est là, vous pouvez le consulter, vous ne le consultez pas, mais voilà, et ça permet une réflexion. Et ça, tout en étant à distance. Donc, c'est toujours possible. Et je ne pense pas que le présentiel soit forcément la panacée pour avoir un esprit d'équipe et pour le développer. Et je ne suis pas sûre non plus que ce soit antinomique d'être une individualité au sein d'une équipe. Parce que de toute façon, notre individualité, par définition, on ne peut pas la nier, même quand on aime le travail d'équipe et même quand on est bien dans son équipe. C'est pas, on est forcément une individualité et on apporte forcément de soi à l'équipe. Donc, pour moi, ça ne s'oppose pas du tout. Alors, c'était pas tant dans ce sens-là, c'était plus avant, en fait, on mettait notre individualité au service de l'entreprise. Là, ce que j'ai suivi hier dans le webinaire, c'est aujourd'hui, on ne met plus notre individualité en avant au service de l'entreprise, c'est vraiment je suis un individu et je veux qu'on me reconnaisse en tant qu'individu, même si ça ne sert pas à l'entreprise, je veux qu'on reconnaisse mes besoins avant ceux de l'entreprise. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, et c'est ce qui est en train d'émerger, et c'est pour ça que je parlais d'ambivalence, parce qu'en même temps, on a je suis un individu, j'existe, et je veux que l'entreprise me reconnaisse en tant que telle, et en même temps, j'ai ce besoin d'appartenance à l'entreprise qui m'enveloppe. Et c'est là où… Je comprends, d'accord. Effectivement, je ne me suis pas bien exprimée. Après, c'est vrai qu'on est dans une société de plus en plus individualiste, donc il n'y a pas de raison qu'au sein de l'entreprise, ce soit différent. Mais c'est vrai que l'entreprise était encore un lieu, mais comme le sport à la limite, où on pouvait être, avoir une cohésion d'équipe forte. C'est vrai. Alors, juste une dernière diapo. Merci de ces échanges, c'est vraiment intéressant. Sur la façon les signaux d'alerte, ça faisait partie aussi
des questions. Voilà quelques signaux d'alerte qui peuvent vous alerter sur des collaborateurs qui ne vont pas bien. C'est un salarié qui s'isole, hein, comme le cas de Thierry tout à l'heure, qui ne participe plus au moment informel. Hein. C'est ça qui manque surtout hein, dans les moments où on n'est pas en entreprise. C'est justement ces moments informels, des conversations de façon très, très libérée à la machine au café ou ailleurs. Mais l'idée, c'est de ne pas être forcément obligé de prendre un rendez-vous avec une personne pour pouvoir parler avec elle. Une personne qui va peut-être devenir agressive, hein, qui va monter dans les tours sur des réunions ou quoi, qui va manquer de bienveillance par rapport à ses collègues, qui peut créer des conflits. Et faites attention aux conflits. Des conflits qui existaient avant, bien sûr, ne sont pas arrangés avec la crise. Hein. Donc, pour les managers, on dit surtout gérer bien les conflits. Et ça aussi, il y a des méthodes pour les gérer. Un salarié qui peut être en état de lassitude, hein, qui n'a plus goût à rien, voilà, qui va se désengager. Des salariés aussi qui vont pouvoir peut-être faire preuve d'addiction. Faire gaffe à ça, hein, des addictions à l'alcool, des addictions au sport à l'extrême, des addictions à plein de sujets, à la drogue, etc. Donc ça, c'est des moments c'est des signaux qui peuvent vous alerter. La prise de poids ou la perte de poids, la perte de sommeil. Voilà, c'est c'est pas exhaustif bien évidemment, mais c'est des signaux, des changements de posture, des changements de comportement qui peuvent vous alerter, vous, en tant que manager, sur un collaborateur qui va pas bien. Il y a une grande difficulté à tout ce qui a été dit, c'est présentiel et à distance. Pour sortir du cadre du monde de l'entreprise, moi j'ai mon binôme d'école d'Inge qui a traversé une période assez compliquée. Comme il habite à La Roche-sur-Yon, en dessous de Nantes, je l'ai souvent par téléphone et des fois on se faisait des visio-apéros. Tout allait bien pendant le confinement. Quand je l'avais, alors je l'ai pas tous les jours, hein, je l'ai tous les 2 mois, tous les 3 mois. Tout allait bien. Et à un moment donné, il a changé de boulot, il a dû venir sur Toulouse. Et la soirée qu'il a passée avec moi, on a crevé l'abcès et il allait vraiment, vraiment pas bien. Et tout ça pour illustrer le problème, c'est que les risques psychosociaux existent. On peut les déceler, je pense, plus facilement en présentiel qu'à distance, malheureusement. Parce que là, quand on prend un coup de fil, quand on fait une visio, on peut se mettre dans une bulle psychologique et dire « je ne vais pas montrer mes défaillances ». Alors quand on va travailler 7 heures, 8 heures, je ne sais pas combien de temps vous travaillez, 10 heures par jour à côté de quelqu'un, il ne peut pas rester concentré 7 heures sur ses émotions. C'est vrai. Et donc, personnellement, avec mon Keypatch, on est en full remote actuellement. À chaque fois qu'on revient sur site, comme aujourd'hui, parce que j'ai pas ça chez moi, on trouve ça cool, mais en contrebalance, on essaye d'avoir c'est nos emplois du temps personnels qui priment par rapport à l'emploi du temps de notre société, puisqu'on peut travailler très bien facilement en remote. Et donc, dès qu'on a une livraison, dès qu'on a du sport, dès qu'on a un rendez-vous médical, on reste chez soi pour faire du remote. Et donc, du coup, on se trouve une excuse pour plus revenir sur site. Et du coup, pour moi, ma difficulté, c'est d'essayer d'être proche des gens en présentiel pour détecter s'il y a un problème. Et ma grande difficulté, c'est ça, en fait. C'est de détecter. Et après, le fait qu'ils acceptent de l'aide, qui va prendre un délai. Et je me dis qu'aujourd'hui, avec le télétravail, pardon, j'ai dit remote depuis le début, mais depuis le télétravail, on peut plus difficilement le voir. On peut difficilement expliquer nos problèmes et on peut difficilement en visio avec plusieurs, parce que je sais pas si vous faites beaucoup de visio one-to-one, enfin face à face. On fait souvent des visios en groupe et donc c'est encore plus difficile pour l'individu de dire qu'il va pas bien, donc il va avoir encore plus une carapace à montrer qu'il va bien. Et donc c'est ces 2 trucs un petit peu bizarres qui vont que ça va être beaucoup plus compliqué pour nous, pour nos collègues, non pas en verticalité, mais pour nos collègues, pour notre entourage, de les aider, d'avoir cette oreille attentive, si on ne sait pas trouver les arguments, au moins, pour pouvoir aider. Et ça, c'est la grosse difficulté. Et je ne sais pas si il y a un autre sujet, un autre jour pour débattre de ça, mais moi, c'est le problème que j'ai, c'est ça. C'est cette accumulation de tout. Ouais. Après, quelqu'un qui, vous disiez à l'instant en fait, certains salariés ont
vous manquez, prenez comme une excuse, voilà, leurs obligations personnelles, sport, autres, pour rester chez eux. Mais peut-être que justement la multiplication de ces excuses peut être significative aussi peut-être d'un mal-être, peut-être pas, mais peut-être. Et ça peut être aussi une alerte. Quelqu'un qui venait avec plaisir au travail et qui ensuite régulièrement refuse le présentiel et préfère le télétravail, c'est vrai que ça vaut peut-être le coup de creuser. Je pense pas que c'est ça le problème, parce que quand on fait des événements où on vient tous, on prévoit une journée où voilà, dans un mois on vient tous, tout le monde vient avec plaisir, il n'y a personne qui fait faux bond. Non, et même moi le premier, j'ai des problèmes aux yeux, je dois aller faire des rendez-vous chez l'orthoptiste, et j'en ai 20, et donc les jours où j'ai l'orthoptiste, je viens pas à la société. Et du coup, je cale ce rendez-vous-là comme quelque chose de non déplaçable, puisqu'aujourd'hui, je me considère comme un individu avec ce que j'ai vécu avec le confinement et tout ça. Et donc, du coup, ces jours-là, je précise, moi, dans mon emploi du temps, je mets télétravail. C'est-à-dire que je ne prends pas de rendez-vous en physique à l'agence ces jours-là, parce que ça va m'embêter d'aller faire les allers-retours à Ramonville, en centre-ville. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, nous, on n'est que des techs, on n'est que des développeurs, qu'on s'accroche facilement à ça. Il y a quelqu'un qui devait venir aujourd'hui, il a une livraison d'Amazon, et ben il m'a dit non, ça m'embête, je viendrai que l'après-midi parce que je reçois Amazon ce matin. Il va venir cet après-midi, on va prendre le café, ça sera cool. Mais on va privilégier notre nouveau mode un peu où on se fait tout livrer, ou voilà, ce genre de choses. Enfin, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le confinement a fait émerger d'abord l'individu. Voilà. C'est-à-dire que avant, je vais être très basique dans ce que je dis, c'est-à-dire qu'on devait aller au bureau de 9h à midi, de 14h à 17h, on ne se posait pas la question. C'était comme ça. Parce que ça fonctionnait comme ça. Aujourd'hui, on se dit, ah bah ouais, non, mais attends, ah ouais, mais attends, j'ai ça, oh bah vas-y, je vais me mettre en télétravail, comme ça je peux faire ça aussi, je peux réceptionner mon colis, je peux avoir ce rendez-vous, etc., etc. Sans se dire, mon obligation principale pendant mes heures de travail, c'est d'être au travail. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est, voilà. Mais c'est vrai, parce que la livraison du colis, on peut se débrouiller pour autrement, voilà, quoi. Exactement. Les priorités ont complètement changé et on se fait d'abord passer soi avant l'intérêt de l'entreprise. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. D'où cette difficulté de dire, ben oui, d'accord, ok, on peut te reconnaître en tant qu'individu et on te reconnaît en tant qu'individu. N'empêche que derrière, il y a des enjeux aussi pour la société. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, la plus grosse des difficultés. Refaire comprendre aux salariés, bien sûr, je te reconnais en tant qu'individu, mais n'oublie pas aussi que tu travailles pour une entreprise qui a besoin de tes compétences et que si tu ne mets pas tes compétences au service de l'entreprise, il n'y a plus d'entreprise, etc., etc. Mais c'est très marrant parce qu'on arrive à un effet de bord. Enfin, en tout cas, dans mon entreprise, moi, j'ai la chance, en tout cas, sauf si je me trompe, d'avoir des gens très investis pour l'entreprise. Et ils font plus d'heures qu'il ne faut, mais sauf que maintenant, avec le confinement, on va les faire très tôt le matin, on va faire une grosse pause entre midi et 2. Puisqu'on n'est pas avec les collègues, on ne les voit pas, on va les adapter. Il y en a même un que j'ai dû engueuler parce qu'il bossait jusqu'à minuit tous les soirs pour coder. Et donc, il y a une grosse difficulté. Aujourd'hui, on n'a plus ce cadre d'horaire que l'on avait avant. Et moi, le premier, aujourd'hui, quand je dois venir en centre-ville, il faut que je me lève à 8h, enfin que je parte à 8h30 si je veux être là à 9h. Et si je veux commencer à 9h, chez moi, si j'ai la flemme, je peux traîner au lit, me lever que 5-5 et pas mettre la caméra, comme ça personne ne voit que je suis encore un t-shirt de la nuit, quoi. Et tout ça, tout le monde doit le faire et tout le monde doit le vivre. Et donc, il y a cette difficulté-là où on perd ce cadre d'horaire. C'est ce que disent les psys. Je ne pensais pas que un jour je dirais ça en formation, mais le fameux métro boulot dodo est aspiré à revenir pour en faire un sas entre la vie privée et la vie pro. C'est-à-dire que le transport est un sas entre la vie privée et la vie pro. C'est un des sujets aussi, le mélange entre la vie pro et la vie privée que l'on gère. Bon, tu vois, Mathilde, il y a beaucoup de choses à dire sur les sujets. Il va falloir faire d'autres factories RH
Oui, Quel et sujet. l'équilibre vie pro, vie perso, c'est des choses qui nous ont déjà été remontées, donc Ouais, notamment dans un atelier là où Mathieu a participé là, à notre journée adhérent il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels on va intervenir. Je voulais peut-être, si vous voulez, une dernière intervention, et puis après on va mettre fin à la factory. Ben, écoutez, voilà, merci à tous pour cet échange-là. Merci pour vos contributions. Oui, Fabienne? Oui, une petite question. Est-ce que le PowerPoint est accessible? Parce que je voudrais le partager avec mes collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Et justement, nous allons travailler sur les RPS ensemble. Avec plaisir, je vous l'enverrai. Ouais. Je le ferai passer à Mathilde. Ouais. Ok. Bon, ben, Merci, super. c'est gentil à vous. Sachant qu'il y a plein de slides après en annexe sur justement les risques du télétravail, etc. Ah ben, J'ai pas eu le super. temps de passer dessus, mais je vous le mettrai aussi avec Ah, les c'est annexes. super gentil. Merci beaucoup. Et Thierry et Barbara, si vous êtes d'accord, je donnerai vos coordonnées aussi aux participants. Voilà, comme ça, si jamais il y a des contacts qui veulent se créer, ce sera l'occasion. Avec grand plaisir. Voilà. Merci à Bon, tous, en tout cas, pour vos contributions. Merci Emmanuel aussi. Avec plaisir. Et puis bon, j'espère que l'atelier vous a plu, avec la petite surprise du début. Et puis ben, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, une bonne après-midi et une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Bon appétit. Bonne journée. Merci. Au revoir. À très Bonne journée bientôt. à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.